Celui qui demande donc discrètement à Tom Cruise de venir dans les White Shot, vous savez, le secourir en fait avec l'overdose d'une prostituée dans les toilettes et qui sera aussi celui dans la scène du billard où il commence à être réellement fait intimidation du personnage de Tom Cruise. C'est la scène que dans le making of Tom Cruise raconte lui avoir été fait 80 fois reprise retourné pour l'ouverture d'une poignée de porte par Kubrick. Et donc vous le savez, Tom Cruise est proche de l'église de Scientologie, dont le leitmotiv est la dianétique. Et Diane est la figure archétypale à laquelle l'enquêteur Dale Cooper dans Twin Peaks parle lorsque il parle dans son dictaphone lorsqu'il mène ses enquêtes. Et la poignée de porte semble du coup être reprise euh, dans la séquence où Josie Packard finit surnaturellement transformée en poignée d'une commode. Donc il y a un jeu de rétroécriture entre Lynch et Kubrick. Kubrick avait commencé à constituer toute une documentation de travail sur Napoléon pour en faire un film, et donc il avait acheté une ancienne armoire métallique de trieuse de cartes, un petit peu comme dans les centres administratifs de l'époque, pour commencer à compiler toute sa documentation, tout son fichier en fait sur l'écriture du film. Vous savez aussi que la timeline napoléonienne est celle qui est attaquée par les thèses de l'université de Moscou par Glenn Nosowski et Anatoly Fomenko. Tom Cruise a été reçu par Sarkozy à Bercy. Bon, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, Et donc, Sidney Pollack, c'est lui donc qui réalise ce film en 75 qui s'appelle Les 3 derniers jours du Condor avec Faye Dunaway et Robert Redford, qui nous fait suivre l'affaire d'un agent des services de propagande de la CIA qui se retrouve traqué lui-même par les services et donc doit commencer à échapper aux assassins de l'agence. Dont la majeure partie du film est la course-poursuite. Mais il commence, échappant de plus en plus en fait aux tentatives d'opération Homo, il est à l'intérieur des services monté en intensité de réquisition de moyens logistiques pour pouvoir anticiper ses mouvements et s'assurer de la bonne conduite des opérations de sa suppression. Et donc, il est de plus en plus fait apparaissant dans le film usage du fichier Lucifer, qui est donc la figure d'un data center des prémices de la seconde histoire des cybernétiques post-1942, qui est celle qui a suivi son exfiltration partielle par l'opération Paperclip aux États-Unis et qui se répand dans toute l'Amérique du Sud, hein, puisque l'opération Condor est aussi l'organisation par la CIA des opérations de lutte anti-bolivarienne contre notamment le Che, etc., les révolutions bolivariennes en général dans l'Amérique latine, et donc a permis à l'agence à l'impérium nord-américain de structurer le contre-révolutionnarisme par justement le déploiement des narcos originellement, et donc c'est le nom de l'opération, c'est l'opération Condor. Et ce fichier Lucifer est basé, tel que le film le positionne par un plan d'ouverture, un plan d'insert sur le World Trade Center, raccordé sur le directeur de ce service, du coup, demandant l'usage du fichier Lucifer. Et ensuite, vous avez le problème du coup d'État des Chicago Boys via Pinochet contre Salvador Allende et l'existence du système cybersyn chilien. Le Chili et les plus grandes mines de cuivre. Donc si vous voulez, le luciférianisme consiste en l'adoration en fait adogmatiste, strictement soi-disant factuellement pure de la cybernéticisation et du cyberpanopticisme.
Euh, et donc est censé représenter cette seule vraie religion que tous les textes de toutes les canonicités cultuelles diverses du monde seraient censés produire de révélations dans leur intertextualité. Mais moi je pense autre chose en fait, de par les expériences que j'ai pu mener, c'est-à-dire que la connaissance en fait des physiques profondes de l'univers n'implique pas automatiquement la cybernéticisation. Il y a deux domaines distincts en fait de l'exploitation électrosphérique ou éthérique, si vous voulez un petit peu plus reprendre la terminologie de Nikola Tesla par exemple, mais surtout de tous les pionniers qui l'ont précédé, hein, Henry Plosson. Je pourrais vous parler je vais pas trop vous parler de tout ça parce que ça reste sensible et ça doit pas être sorti n'importe comment. Et donc la cybernétisation en fait n'est qu'un étage en fait exploitationnel de ces architectures. Elle n'en est certainement pas le principe même. Je veux dire, la cybernétisation n'est qu'une miniaturisation des propriétés analogo-électriques, et donc une miniaturisation permettant une microstructuration du coup efficiente de la rapidité et de la quantité d'opérations logiques menables dans une même quantité de temps, et donc consiste précisément surtout en une maximisation de la puissance de calcul allouable au type d'opérabilité dont vous voudrez faire usage. Mais c'est strictement et uniquement ça en fait. Et donc derrière, ça s'applique à du traitement de signal et à différents types de multiplexage et d'embêdage synchrone. Et donc, la cybernétisation amène la noosphère de la superstructure de l'hypercommunication et exploitation spectrométrique. Mais c'est pas le principe architectural, physique, exploitationnel des champs. C'est un type d'orientation d'usage. C'est-à-dire l'informaticisation et l'informaticisation de superstructuralisme des mathématisations de certains objectifs organisationnels et d'ordo-sociopolitianisme de pouvoir. Mais ce ne sont pas ni l'intégralité des orientations de développement possibles, ni les seules. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que, à mon avis, dans ces idéologies-là reflétées par l'option d'existence de ces textes, on parle bien d'un dogmatisme de simulacre de révélation religieuse, cherchant à faire l'apologie d'un superstructuralisme manipulateur, falsificateur de la véritable nature des enseignements hérités et conservés par l'humanité depuis sa survie du déluge, pour instaurer une globalisation à l'avantage du seul pouvoir d'influence de ces soi-disant révélateurs. Le problème, c'est que quand vous écoutez Schneebleu sur la réalité des sectarismes des Illuminés de Bavière, c'est que il vous révèle les 5 actes. Donc l'histoire, c'est que ça a été connu du public, donc c'est censé être commencer à être structuré par Adam Weishaupt aux alentours de 1776. Et donc l'histoire, c'est que ce n'est connu du civil seulement que parce qu'un de leurs cavaliers s'est fait foudroyer et qu'on a retrouvé en fait sur lui les missifs qu'il portait, et que donc on a compris l'existence de ce réseau, de cette secte, et on a pu commencer à étudier les idéologies. Et donc cela était censé concerner un plan en 5 étapes en fait de
de mise en chaos complètement artificielle par trahison en fait d'agents infiltrés disposés dans les systèmes décisionnaires administratifs pour créer de toutes pièces en fait une dysfonctionnalité totale d'un appareillage d'État ou de structuration de pouvoir, afin de faire passer préméditamment les révélateurs d'un meilleur système fomenté par Weishaupt et son agenture, afin de pousser les populations à désirer l'accepter comme le seul système réellement substituable à celui échouant à opérer. Et donc, il y a une continuité historique en fait dans tout ça, de volonté, de juxtaposition et d'opposition à la naturalité des génies populaires, souverains, légitimes, manifestes, par des systèmes d'entremise, d'interfaçage entre leurs aptitudes et les structurations ordo-sociopolitiques, afin de servir du coup des complots de capture des postes décisionnaires des puissances constituées à leur avantage et non pas démocratiquement. Et c'est le problème que lève le sujet de l'existence ou non d'une telle lettre. Donc, ça devrait être un objet de factualité établissable ou non sociétalement, publiquement, et quand bien même elle ne le serait, cela devrait être le support d'une légitimité de travail à pouvoir tout à fait nous assurer de l'impossibilité de recherche d'emprise de telles stratégies sur nos réels pouvoirs légitimes constitués en tant que peuple souverain. Donc moi, c'est pour ça que je maintiens une mission de veille sur ces sujets. Parce que il apparaît quand même tout de même, vu le bilan et la tournure que prend ce pays et à l'avantage de qui, eh bien, ces textes, s'ils ne sont pas totalement authentifiables ni fondés en pertinence, résonnent avec le fléchage orientatif qui est en train de prendre notre pays par une certaine capture para-étatiste manifeste des situations décisionnaires d'organisation du pouvoir. Donc, c'est d'autant plus légitime à continuer de mettre en lumière et à questionner. Parce que ce n'est certainement pas les Français qui pensent un génocide à Gaza comme aussi bien inévitable, inexorable, légitime et nécessaire. Désolé, non, c'est faux, c'est faux. Déjà, si ça devait se produire en le nom des Français, ça devrait être voté en fait à minima par l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit d'une question de la guerre. Deuxièmement, ce serait d'autant mieux par référendum. Et troisièmement, dans un contexte où le parti majoritaire et l'abstention, non. Nous n'accepterons pas de nous faire imputer par amalgame autoritaristement cette intentionnalité illusoire et inexistante par des poignées en fait d'imposition de narratifs en notre nom et contre nos avantages. C'est hors de question.